Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 26 avril 2022, j'étais invité de CNews pour un débat qui portait sur plusieurs sujets. Il y avait la question des refus d'obtempérer et puis aussi les élections législatives à venir, le bilan de l'élection présidentielle. Sur le plateau, c'était un plateau très à droite. Il y avait notamment Laurent Jacobelli, le gars du Rassemblement national que j'avais eu la veille également sur CNews. Il y avait un avocat qui défend des policiers et quelqu'un qui travaille chez Causeur, qui est un magazine très à droite. Mais néanmoins, j'ai trouvé que sur ce plateau, j'avais pu défendre correctement nos positions. Juste une petite remarque, je suis arrivé avec 15 minutes de retard, c'est pas de ma faute, mais c'est parce qu'il y avait des bouchons. Et donc, je vous fais démarrer l'émission au moment où j'arrive, parce que je pense que écouter 15 minutes d'un plateau de très à droite, disons, ça vous intéresse pas forcément. Voilà, je vous laisse regarder ça, et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Notre quatrième invité nous a rejoint, Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, orateur national de la France insoumise. Je rappelle simplement, avant d'arriver purement à la politique de quoi nous parlons, c'est une course-poursuite qui s'est déroulée il y a quelques jours à Noisy-le-Sec entre un automobiliste et les forces de l'ordre. Nous parlions de ces refus d'obtempérer de manière générale, un refus d'obtempérer tous les 20 minutes. Est-ce que vous les classez dans les incivilités ou est-ce que vous les classez dans les délits? Est-ce qu'il faut faire une hiérarchie ou selon vous, non, il faut punir de la même manière et assez durement ces faits-là? Ça dépend à mon avis de ce qui se passe. J'ai regardé un peu les chiffres parce que j'avais le chiffre d'un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes et j'ai essayé de regarder ce que ça donnait sur une année. Donc sur une année, ça fait 26 280 refus très précisément. Et je l'ai rapporté au nombre d'automobilistes, on est à un refus pour 1500 et quelques automobilistes. Donc je pense que globalement, les automobilistes, ils sont plutôt dans le respect de l'uniforme et de la police. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un refus d'obtempérer? La plupart du temps, c'est que c'est une personne qui se sent pas sûre de ce qu'elle veut faire. Elle s'est fait flasher un peu vite et elle se dit je vais pas m'arrêter. Ou ça peut être une personne qui circule sans permis. J'ai appris, d'ailleurs, en regardant les chiffres, qu'il y avait 800 000 personnes qui circulent sans permis, ce qui est souvent dû à des contraintes sociales aussi, enfin des gens qui ne peuvent pas faire autrement pour aller à leur travail, par exemple, que d'aller en voiture, même s'ils ont perdu leur permis. Ça peut être des situations qui sont parfois triste pour les gens, je veux dire, mais je mets de côté des refus d'obtempérer comme ceux auxquels on a pu assister, où c'est des gens qui essayent de foncer sur des policiers et qui sont dans une logique meurtrière en réalité. C'est pour moi pas la même chose de pas s'arrêter quand on se sent pas tout à fait sûr de soi vis-à-vis de la vitesse dans laquelle on était et d'essayer d'écraser des policiers. C'est pas la même chose, mais ça reste qu'il faut respecter. Malgré tout, le même gendarme qui va prendre un pare-choc. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Quand le gendarme, il se met au milieu de la route, qui tend le bras, qui désigne la voiture, qui monte le bas-côté, qui tend la main, si le mec en face, il freine pas et qu'il se le tape à 50 km/h, il va passer un sacré moment aux urgences. Précisément. Donc, je pense que le message à faire passer, c'est certes, la différence que il y a des gens qui aujourd'hui payent pas leur assurance, leur contrôle technique, etc. Mais il faut qu'ils comprennent, il faut vraiment marteler cela, que malgré le fait qu'ils ne respectent pas le code de la route, s'ils ne respectent pas le policier et le gendarme sur le bord de la route, il faut que la sanction pénale soit sévère. On va continuer à en parler, je vous donne la parole tout de suite. Je voudrais qu'on reste encore un moment sur ces refus d'obtempérer parce que ça parle aussi évidemment beaucoup aux Français au quotidien. Vous avez évoqué, Antoine Léaumont, évidemment quand il y a un oubli mais ça n'excuse absolument Exactement. pas, évidemment. C'était ce que je voulais dire. Et je voulais préciser ce point parce que je voulais pas que ce soit ce que vous pensiez. Je pense quand même qu'il faut respecter le code de la route. Il y a un code de la route. S'il y a un permis qui est donné pour circuler, c'est que de fait, il y en a besoin. S'il y a des limitations de vitesse qui sont mises, c'est parce que de fait, elles permettent d'assurer la sécurité. Donc moi, ce que j'invitais à faire, c'était à prendre un peu de recul vis-à-vis du chiffre, parce que en le ramenant à toutes les 20 minutes, c'est vrai que ça donne l'impression que c'est choquant. Mais en réalité, l'essentiel des automobilistes sont quand même, enfin les 40 millions de personnes qui utilisent leur voiture sont quand même dans le respect de l'uniforme, et c'est des cas très marginaux. Ensuite, moi je voudrais dire sur le plan politique et policier, par exemple, comme on a eu ce cas dans la capitale, en plein 6e arrondissement, le Pont-Neuf, je crois sur le Pont-Neuf, effectivement. Est-ce que le policier est en garde à vue? C'est une procédure classique parce qu'il y a une enquête. Est-ce qu'après, il faut un soutien ferme, justement, de ces policiers? Parce que, tout simplement, on comprend que quand une voiture fonce sur quelqu'un, sur un agent, il ne peut faire que se défendre et défendre la vie des citoyens. Personnellement, je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête pour qu'on puisse voir quelles sont les circonstances, qu'est-ce qui s'est passé, comment a été donné l'ordre, qu'est-ce qu'ont fait les gens qui étaient dans le véhicule, qui sont allés. Ensuite, il y a eu des tirs au fusil d'assaut pour se défendre vis-à-vis de ce qui apparaît comme une agression des policiers. Donc moi, sur ce sujet-là, il y a 2 personnes qui sont mortes. Il y a une personne qui a utilisé son fusil d'assaut et qui, je pense, elle-même, actuellement en garde à vue, se sent pas forcément... Enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais les policiers, quand ils utilisent leur arme, c'est quand ils se sentent dans la dernière limite de l'utilisation de leur arme. Donc je ne pense pas qu'ils se sentent très bien non plus de la situation qui est arrivée. Mais pas de présomption de légitime défense pour vous? Présomption aussi.
Mais j'attends de voir le résultat de l'enquête. Il faut voir comment ça s'est passé. Si jamais c'est une révélation. Le représentant de la France Insoumise vient d'accepter l'idée d'une présomption de. Il me semblait ce que vous disiez. De légitime une défense enquête, pour la police. mais une présomption de légitime défense. Je vous en remercie. Je vous dis qu'on peut je voulais pas dans ce cas-là, il est présumé innocent. Mais je veux dire que voilà, une personne qui s'est servie de son âme, elle l'a fait dans une situation dans laquelle, de toute évidence, et selon les témoignages qu'on a, était une situation d'urgence. Oui, évidemment, et d'ailleurs, il est tout à fait normal qu'il y ait une enquête pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'abus, et bien sûr, mais il faut par principe soutenir les policiers. Pourquoi on en arrive à une telle situation ? C'est là où vous n'êtes pas d'accord. C'est probablement là qu'on n'est pas d'accord. Pourquoi on en arrive à une telle situation ? Dans une société, il y a des règles à ne pas franchir. C'est pour ça qu'on vit en société. Sinon, on est des animaux, et c'est la loi du plus fort. Chacun fait ce qu'il veut, chacun vole ce qu'il veut, chacun tue qui il veut. Et donc, l'arbitre de ces élégances, j'allais dire, ce sont les policiers et les gendarmes qui sont là pour faire respecter la loi. Si on dit que l'arbitre triche, si on dit que l'arbitre fait mal son boulot, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de règles du jeu. Et donc, ce qu'on a fait depuis des années, c'est qu'on nous a toujours expliqué que les voyous avaient des excuses et que les policiers étaient des méchants. On nous a toujours expliqué qu'il valait mieux leur faire repeindre des halls d'école que de les emmener en prison. Et donc, on a pas à pas fait du laxisme la règle, et on en arrive à un ensauvagement total de la société, parce que la peur du gendarme qui existait quand on était petit, qui faisait qu'on ne volait pas un bonbon dans la boulangerie ou qu'on traversait dans les clous, eh bien aujourd'hui, cette peur du gendarme, elle est remplacée par un sentiment d'impunité. Donc c'est un principe pour vous, partir de la présomption de légitime défense, quelles que soient les circonstances, quel que soit le déroulement des faits. La police est le garant de la loi. La loi est la garante de la vie en société. Maxime Piedbot, le gendarme, il y a 30 ans, il est en chemisette et de son képi, sans gilet pare-balles sur le bord de la route. D'accord ? Aujourd'hui, il est avec un gilet pare-balles. Des fois, c'est des trinômes, avec des positions, un appui en avant. On est totalement dans une logique différente. Pourquoi ? Parce que l'insécurité, elle n'a pas fait que progresser dans les sentiments, elle a progressé dans la réalité. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes sur le bord de la route et vous êtes gendarme ou policier, l'insécurité, elle n'est pas du tout la même. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et c'est vrai que, à mon sens, c'est la réponse pénale qui doit primer. C'est-à-dire, quand on respecte pas un policier ou un gendarme, il faut pas qu'on ait une procédure qui dure des années où finalement ça se finit par un rappel à la loi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une réponse pénale immédiate et que la personne se dise, là, j'ai franchi la ligne jaune. Est-ce que là, on est en train de faire un effet de loupe sur les derniers événements et finalement, quand on voit les chiffres sur une année, c'est important, je ne minimise pas, mais ce n'est pas aussi révélateur finalement de l'ensauvagement ou d'une augmentation de la violence. Ou alors vous dites au contraire, refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, ça reste énorme dans notre pays. Ça révèle un climat général, c'est au-delà, ça n'est pas qu'un fait divers, me semble-t-il. Même rapporté à des chiffres, à une moyenne annuelle, ça pourrait être entre guillemets minimisé si nous vivions dans un pays baignant dans une sérénité totale et absolue. C'est tout l'inverse. C'est l'une des illustrations, l'un des révélateurs de cette société totalement et les motards qui chassent là, parce que c'est une chasse qui a lieu. Vous savez, s'ils tapent un véhicule, ils ont une chance sur deux de mourir. C'est-à-dire qu'ils mettent leur vie aussi en danger. Je pense que malheureusement, c'est même... Il faut savoir qu'aujourd'hui, le policier, quand il part le matin, il n'est pas sûr de rentrer le soir chez lui. Il n'est pas sûr de rembrasser ses enfants le soir. C'est quand même la circonstance que... Merci de le rappeler, parce qu'ils sont souvent dépeints comme des gens agressifs qui attaquent volontairement les gens, notamment par la France Insoumise et M. Mélenchon. C'est pas vrai. Qui applaudit quand... non, mais c'est pas vrai. Qui applaudit quand la foule crie « tout le monde déteste la police ». Non, je crois que les Français aiment leur police, parce qu'on a besoin d'eux pour nous protéger, besoin d'eux pour vivre dans un état de droit, et besoin d'eux parce qu'on le voit bien, ça explose dans tous les sens. Pourquoi on en parle ? C'est parce qu'il y a ces délits de fuite, parce qu'il y a des tabassages quotidien, parce qu'il y a des policiers qui tombent dans des guet-apens. Il y a un climat aujourd'hui où effectivement le policier est devenu l'ennemi à abattre pour un certain nombre de là, vous donnez le sentiment, en tous les cas, vous insinuez que c'est nourri moralement, idéologiquement, dans le débat public et politique par une partie de la classe politique. Je l'affirme, et cette partie de la classe politique. Alors il va se défendre. Vous le faites en mentant. Ce n'est pas vrai que ce que vous avez dit est faux. Jamais nous n'avons fait applaudir les gens qui disent tout le monde déteste la police. Les images existent, tout le monde les trouvera. Ce que nous disons, c'est qu'il ne peut pas y avoir un seul corps, un seul métier dans lequel on n'est pas comptable de ses actes et on ne doit pas rendre des comptes. Vous me demandiez, vous disiez tout à l'heure, par principe, je soutiens les policiers. Moi, quand je vois qu'il y a 32 personnes qui ont été éborgnées le mouvement des Gilets jaunes, quand je vois qu'il y a 5 personnes qui ont perdu une main, je ne suis pas par principe du côté des policiers. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. C'est pas l'ordre plutôt là qu'il fallait interroger, l'ordre de l'Intérieur politique.
Mais précisément, j'aimerais bien savoir quels sont les ordres violents qui ont été donnés par le ministre de l'Intérieur, et j'aimerais aussi, nous sommes cohérents sur ce point-là. Nous aimerions, vous nous charriez assez sur ce point-là en disant que nous voulons désarmer toute la police. Ce n'est pas le cas. Nous voulons désarmer la police dans les manifestations. C'est un cas très précis. Tout à l'heure, vous parliez... Attendez, laissez-moi finir. Tout à l'heure, vous parliez des policiers en chemisette, etc. Dans la gestion des manifestations, de fait, on a constaté que quand il y a moins d'armement, moins d'attirail, eh bien, il y a moins aussi de violence dans les manifestations. Vous avez constaté ça. Un peu tous en même temps. Qui veut réagir? En France, dans d'autres pays. Attendez, quand vous avez les Black Blocs en face de vous, il y a un moment, il vaut mieux être protégé. On se souvient des photos des gendarmes mobiles qui avaient les jambes toutes bleues parce qu'ils prenaient des boules de pétanque. Il y a un moment, s'ils n'ont pas leur système de protection, on va récupérer des morts. Je ne suis pas non plus pour envoyer des boules de pétanque sur les policiers. La problématique aujourd'hui, c'est que les manifestations sont plus violentes qu'elles ne l'étaient avant. Et il n'y a plus les syndicats pour les contrôler. Il y a aussi ça. Pour œil, dent pour dent, c'est ça la logique. Non, c'est rétablissement de l'ordre public. Sauf que pour rétablir l'ordre public, à un moment, il faut des moyens. Si les troubles sont plus forts, il faut que le rétablissement soit plus fort. C'est proportionné. Précisément, rétablir l'ordre public et la gestion des manifestations, c'est un métier à part entière. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une surmobilisation des effectifs policiers avec des gens qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre dans les manifestations. Ça, c'est vrai. Voilà, ça, c'est un problème. On est d'accord. Et donc, des gens qui n'étaient pas formés. Donc, quand on envoie des gens qui ne sont pas formés à faire de la gestion des manifestations et qu'il y a des drames, parce que c'est un drame quand quelqu'un perd un œil, c'est un drame quand quelqu'un perd une main, eh bien, il faut s'en prendre à ceux qui donnent les ordres. Et nous en sommes pris à ceux qui donnent les ordres. Ce n'est pas normal que des policiers aient été envoyés par Gérald Darmanin dans la gestion des manifestations, alors même qu'ils n'étaient pas formés pour faire ça. Christophe Castaner à l'époque. Là-dessus, sur l'ordre de très dur donné contre les opposants politiques, ça là-dessus, je peux vous rejoindre, la police ne doit pas servir à faire la police politique. Là-dessus, on est d'accord. En revanche, vous avez prononcé une phrase qui, moi, me choque. C'est œil pour œil, dent pour dent. Or, on ne peut pas dire que la violence policière, attention, la violence exercée par la police, et la violence exercée par les citoyens est à mettre sur le même ordre. La violence exercée par la police est une violence légitime pour faire respecter la loi et faire respecter les règles. Sinon, c'est une logique de clan contre clan. C'est ce qu'on vit dans les banlieues. Un certain nombre de jeunes de banlieue, notamment des trafiquants, des petits caïds, estiment que la police est un clan adverse et que donc, comme c'est une guerre de clans, ils ont autant le droit à la violence que la police. Or, c'est un point essentiel. La violence utilisée par les policiers pour rétablir l'ordre n'est pas du tout comparable à la violence des manifestants. Je voudrais quand même dire une chose. Tous les jours, je suis appelé par des gendarmes ou des policiers qui connaissent un conseil d'enquête, qui connaissent des procédures administratives très lourdes. Rappelons que vous êtes sollicité pour les défendre. J'interviens beaucoup dans la défense des policiers et des gendarmes en tant qu'avocat. C'est normal, du coup, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que vous avez du travail. Oui, des fois, je vais vous dire, je préférerais ne pas avoir de travail. C'est-à-dire que vous avez des policiers ou des gendarmes qui sont mis en cause dans des actions où ils ont agi de manière complètement légitime, mais pendant 1 an ou 2 ans, leur carrière est en croix, parce qu'il y a une procédure administrative très lourde, une procédure pénale très lourde, et que derrière, ils ne sont pas suffisamment soutenus. Donc, il faut quand même l'avoir en tête. D'accord avec vous. Moi, je vis les choses d'un autre point de vue de la société. Je vis les choses en ayant des amis qui, parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, se font contrôler plusieurs fois par jour. Si. Vous n'avez pas le droit de dire ça, Monsieur Jacobelli. Parce que vous sous-entendez que les policiers sont racistes, vous sous-entendez que les policiers sont violents, et vous créez un biais. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la police n'est plus crédible. Ignorer ça. C'est honteux comme méthode. Non, ignorer ça, ignorer que ça existe, c'est ignorer une partie des problèmes qui font justement aussi qu'il y a les oppositions dont vous parlez. Voilà. Je voudrais juste dire un truc allez-y. sur la violence. Et on va continuer. Très rapide, mais sur la violence physique légitime. C'est historiquement comme ça que l'État se construit. L'État se construit sur le monopole de la violence physique légitime. Donc à partir du moment où il y a un problème avec ce monopole de la violence physique légitime, il faut s'interroger des questions, il faut se poser des questions encore plus larges sur mais qu'il faille se poser la question sur la doctrine, en tous les cas, de maintien de l'ordre, ça, nous sommes tous d'accord. On va marquer une pause, mais c'est vrai que c'est très révélateur de vous voir. Ce sont les deux oppositions aujourd'hui qui structurent notre pays, probablement l'Assemblée nationale, France Insoumise et Rassemblement national. Et justement, on va en parler. La majorité même. Pardonnez-moi. Peut-être bientôt la majorité. Ah ça y est, vous voulez intégrer officiellement la majorité après avoir... Je crois qu'on a compris. On a bien compris. Je précise la majorité de l'Union populaire. Attendez, rien ne va plus, mais déjà, ça n'allait pas très fort entre le Rassemblement national et Reconquête. Voilà comment les choses se présentent. Soit il y a un accord, tout en reconnaissant que le leader, c'est Marine Le Pen, et ça paraît évident, soit l'Assemblée nationale va être soit complètement macroniste, complètement mélenchoniste. Il y a une troisième possibilité, c'est que le Rassemblement national, suite au score historique qu'a fait Marine Le Pen à l'élection présidentielle, vu qu'elle est aujourd'hui la seule force crédible d'opposition à Emmanuel Macron,
puisque la seule à ne pas avoir appelé à voter pour lui, avec effectivement Reconquête et Debout la France, eh bien nous ayons, en soutenant des candidats, un groupe à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que semblent indiquer aujourd'hui les tendances. Vous savez, nous voulons répondre à l'inquiétude des Français qui ont peur, qui ont peur pour leur protection sociale, pour leur retraite, pour leur sécurité, pour leur identité. Expliquez-moi, est-ce que vous me dites aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'accord, quoi qu'il arrive, quelle que soit la main tendue, les accolades, finalement les marques d'affection. Après, il faut le reconnaître, le manque un peu de diplomatie politique d'Éric Zemmour le soir du second tour. Est-ce que vous dites niet? Non, au moment où on se parle, oui, je vous dis non. Moi, j'ai vu Marine Le Pen, le soir du deuxième tour, dire que le Rassemblement national pouvait soutenir des candidats venus de partout, dans la mesure où ils avaient bien évidemment la France au cœur et la volonté de combattre la politique d'Emmanuel Macron. Une demi-heure après, Éric Zemmour arrivait sur les antennes en disant toute sa détestation de notre mouvement et tout son mépris pour Marine Le Pen. Ça va être quand même très compliqué de faire alliance avec des gens qui rêvent de nous détruire, car n'oublions pas le projet depuis 8 mois d'Éric Zemmour, c'est de dissoudre le Rassemblement national et de remplacer Marine Le Pen. Mais regardez votre voisin. Nous n'allons pas lui faire la courte échelle. Il discute avec les communistes, avec les socialistes qui n'ont cessé d'attaquer Jean-Luc Mélenchon. Probablement, ils vont peut-être faire un globi-boulga idéologique. Les électeurs voteront au hasard sans savoir ce qui va en ressortir. Et vous êtes bien méprisant avec les électeurs. Notamment pour un parti dont, je le rappelle, Emmanuel Macron doit l'élection. Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est vous, ça. Jean-Luc Mélenchon a été le petit supplétif d'Emmanuel Macron. Donc la France très soumise ne sera pas demain la France de l'opposition, c'est clair. Monsieur Jacobelli, je ne sais pas ce qu'ils ont négocié, peut-être que vous allez nous le dire aujourd'hui, mais votre soumission a été remarquée, et notamment par vos électeurs. Votre problème, monsieur Jacobelli, c'est que vous êtes excessif dans vos propos, et on a tendance à dire que tout ce qui est excessif est insignifiant. Vous avez quand même perdu 2 fois face à Emmanuel Macron. Marine Le Pen était candidate face à lui en 2017. Vous n'étiez même pas qualifié au second tour. Attendez, je vais y venir. Je vais justement y venir au second tour. Elle a été qualifiée en 2017 face à lui au second tour. Elle a fait un débat catastrophique. Elle a perdu face à lui. Elle a été qualifiée en 2022. Elle a fait un débat catastrophique. Elle a perdu face à lui. Donc catastrophique, franchement, l'avis général un peu moins, sans être... Ceux qui ne sont pas capables de battre Macron, c'est Marine Le Pen. Mais pour une raison simple. Effectivement, il y aura toujours une différence entre vous et moi. Parce que je ne suis pas d'accord pour diviser le peuple français sur la base de la religion ou sur la base de la couleur de peau. Donc tout ça nous différenciera toujours et fera que... Vous savez, j'ai pas beaucoup de tendresse pour le vote communautariste comme celui que vous incarnez. Il n'y a pas de vote communautariste. Parce que ça, c'est contraire à la laïcité et à la République. Monsieur, il suffit de regarder les cartes. Ça n'existe pas un vote communautariste. Il y a des gens qui ont des religions, il y a des gens qui n'ont pas de religion, et les gens votent en fonction de ce qu'ils veulent défendre. Vous avez précisé, quand vous dites Tahabouaf, précisez de qui vous parlez. C'est un journaliste qui a été condamné pour antisémitisme et racisme. C'est pas le cas, c'est pas vrai. Il n'a pas été condamné pour antisémitisme. Non. Attendez, il a été condamné pour avoir qualifié la syndicaliste policière Linda Kebab d'arabe de service. Oui, qui n'est pas... C'était pas antisémitisme, c'était racisme. Pardon, excusez-moi. Tahabouaf est aussi celui qui a révélé qu'il y avait des listes de juifs qui étaient faites par des gens de l'extrême droite. D'accord, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas condamné pour ça, il est condamné pour injure publique et par ailleurs il fait appel. Donc attendons d'avoir le résultat de l'appel. Mais là vous êtes en train... on est d'accord. Non, ça n'existe pas des manifestations d'islamo-gauchistes. Ça existe puisque vous y participez. Attendez, laissez-le répondre. Bah oui, mais c'est pas possible. Vous voyez, on parle des législatives, ensuite on parle d'autre chose. Non, mais si vous voulez que je vous parle de la manifestation du 10 novembre, qui avait lieu après qu'un membre du Rassemblement national ait tiré sur une mosquée. Je le rappelle quand même, c'est pas moi, hein, c'est un membre du Rassemblement national, d'accord ? Quelqu'un tire sur une mosquée. Quelqu'un tire sur une mosquée, ou un ex-membre, un ex-candidat du Rassemblement national qui tire sur une mosquée. Là, le devoir national, c'est de faire preuve de solidarité avec nos compatriotes, quelle que soit leur religion. Le devoir national, c'est pas d'aller manifester des islamistes. Avec la CGT aussi, avec les syndicats qui appelaient, avec un certain nombre de forces politiques. Et je pense... mettaient des croix... Non, avec des gens avec des gens qui avaient un drapeau français. Moi, en tout cas, j'y suis allé avec mon drapeau français, d'accord ? Pour dire que l'unité du peuple français est ce qui doit primer par-dessus tout. Et pour dire que nos compatriotes musulmans sont nos compatriotes. Et qu'ils ne doivent pas être victimes de gens qui veulent les menacer ou essayer de les tuer. D'accord ? Et je pense qu'en défendant le communautarisme, pour revenir sur les élections législatives. La question, c'est qui sera le premier opposant, tout simplement. Est-ce que c'est Marine Le Pen qui est arrivée, qui s'est qualifiée quand même au second tour malgré vos critiques, ou Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas passé... Je voudrais répondre sur ce point-là, puisque c'était ça la question de départ. On a vu à 2 reprises que le Rassemblement national est incapable de gagner dans un second tour face à Emmanuel Macron pour les raisons que je viens d'indiquer.
En revanche, nous défendons la retraite à 60 ans, nous défendons le SMIC à 1 400 €, nous défendons le blocage des prix, nous défendons la planification écologique. Et nous avons la possibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Je vous dis pourquoi. Parce que dans 423 circonscriptions, avec les scores de l'élection présidentielle, l'Union populaire est en capacité de se qualifier au second tour avec les 12,5 des inscrits. Il faut le si. Non, mais sans accord. Sans accord, nous sommes déjà en capacité. Projections, tout à fait. Effectivement. Sans accord, si tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon votent les 12 et 19 juin pour les candidats de l'Union populaire, nous sommes en capacité de nous qualifier pour le second tour. Avec accord, nous avons une majorité qui est bien sûr plus large encore. Mais c'est rude, hein. On peut dire que les accords, la négociation, non mais ça c'est un secret de polichinelle. C'est normal parce qu'il y avait des différences de fond entre nos programmes. Mais quelle différence? Il y avait des différences de fond. J'ai une question à vous poser. Oui. Comment pouvez-vous dire je suis contre la retraite à 65 ans et je vote pour celui qui veut faire la retraite à 65 ans? C'est pas ce que j'ai dit. Comment? J'ai dit qu'il fallait pas voter pour. C'est exactement ce qui s'est passé. Non, j'ai dit arrêtez. Vous proposez la retraite de 62 à 67 ans. Donc en matière de rigolade, sur les retraites. En matière de rigolade, vous y allez. Le débat n'est pas sur les retraites. Nous n'étions pas pour la retraite à 65 ans. C'est vous qui venez de parler de la retraite. Bah oui, mais vous dites n'importe quoi. Restez poli. Mais non, mais vous venez de dire. Vous débattez, tout va bien. Mais si vous débattez sur le retraite à 65 ans, pour Emmanuel Macron. Mais refaites pas le match de la présidentielle, parce que les législatives, c'est autre chose. Mais vous êtes une opposition de pacotille. Vous êtes le petit porteur. Elle était où Le Pen quand il y avait la réforme des retraites? Madame Le Pen, soyez poli. Oui, elle était où? Vous êtes. Elle n'était pas à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut terminer une phrase? Elle n'était pas à l'Assemblée, donc opposition de pacotille, c'est vous, monsieur. Attendez, non, je vais terminer un truc. Le rôle de la France insoumise aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'apporter sur un plateau les voix des bobos, des centres urbains et du vote communautariste à Emmanuel Macron. D'ailleurs, il a très bien compris en associant féminisme et voile. Vous avez fait votre boulot pour Emmanuel Macron. J'attends de savoir quelle est votre récompense. Ce qui m'a fait sourire ce matin, c'est le fils d'Anne Hidalgo qui a dit il avait voté pour il faut rien pour vous faire sourire. Mais qu'il avait été déçu ensuite des positions de Jean-Luc Mélenchon et notamment de devenir le petit. Alors c'est moi qui mets ce propos, c'est pas celui qui l'a dit, mais venir un peu le chien de garde d'Emmanuel Macron parce que c'est ce qui s'est passé quand même. Faut appeler un chat un chat. Et Jean-Luc Mélenchon a parié sur la défaite de Marine Le Pen pour pouvoir se construire politiquement, dont il a soutenu Emmanuel Macron, dont il y a eu une alliance de circonstances. Après que vous vouliez retourner à la vapeur pour sauver vos législatives, on peut l'entendre. Il n'y a pas d'alliance, monsieur. Mais c'est ce qui s'est passé. Non, il n'y a pas d'alliance. Mais Alors, si, je vais répéter logiquement, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas voter pour Emmanuel Macron parce qu'il est complètement différent. Mais il ne pouvait pas non plus voter pour Madame Le Pen. Mais je veux dire, vous pouviez laisser les électeurs libres. Mais précisément, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait. Il a dit pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour Marine Le Pen. Il a martelé le soir du premier tour. Il a martelé ensuite dans son interview. Parce que c'est la République qui est en pensez, très sincèrement, je ne veux pas être démagogique, mais ceux qui regardent les Français déjà fatigués par une démocratie un peu affaissée, vous croyez que les alliances, les tractations, les négociations, vous croyez que ça les intéresse? Ça fait fuir les électeurs et les électeurs, la cuisine, la tambouille politicienne, c'est pas ça qui va redynamiser, mais du moins stopper le désamour des Français pour la politique. Ce n'est pas ce discours, cette langue de bois qui nous fait croire, qui nous affirme que l'islamo-gauchisme n'existe pas. Ça n'est pas cette langue de bois sur des programmes qui sont à ce point vaporeux qu'ils peuvent être défendus ardemment par les uns et par les autres. La valeur de la parole se perd dans ce type d'échange depuis trop longtemps. Et vous écoutant depuis quelques minutes, eh bien, je pense à vos électeurs qui sont, et les résultats l'ont prouvé, plus que déboussolés. Et je ne vois pas, vous n'êtes pas en train, de replanter des clous pour expliquer où est le discours politique valable et compétent pour administrer la France. Je suis la seule personne autour de cette table à être critique de la Ve République et à dire que ce système du scrutin majoritaire à 2 tours est nul parce que à une voix près même sont qualifiées 2 personnes contre une troisième qui arriverait même juste à côté. C'est un peu ce qui s'est passé. Et en réalité, dans le pays, actuellement, il y a 3 blocs. Il y a un bloc du Rassemblement National et de M. Zemmour, il y a un bloc de M. Macron, les libéraux violents, et puis il y a un bloc de l'Union Populaire que nous avons incarné avec Jean-Luc Mélenchon, et qui est un bloc en réalité plus large, puisque effectivement, il y a des forces comme Europe Écologie Les Verts ou le Parti communiste, avec lesquelles nous partageons un certain nombre de points programmatiques. Donc, ce que nous essayons de faire... Pour avoir interrogé vraiment, mais tout le monde, et à plusieurs reprises, Anne Hidalgo et Fabien Roussel, donc vous discutez avec le PS... Ils ont beaucoup tapé dessus, oui. Mais il y avait des différences insurmontables. Bien sûr, mais de leur point de vue, c'est-à-dire, eux pensaient que peut-être ce qui était le plus efficace à ce moment-là, c'était de taper sur celui qui était devant. Donc c'était que de la stratégie politicienne. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, notre rôle, notre devoir, parce que pour... Est-ce que c'est de rassembler ou d'être hégémonique? Non, c'est de rassembler. Pour des millions de gens,
ce qui s'est passé dans cette élection présidentielle, c'est on n'a pas le SMIC à 1 400 €, on n'a pas la retraite à 60 ans, on n'a pas l'allocation d'autonomie pour les jeunes à 1 063 € par mois. Et moi, je veux dire aux gens qui sont tristes, qui sont tristes de ce résultat-là et qui, pour certains, effectivement, sont allés voter au deuxième tour la mort dans l'âme. Je veux dire aux gens, vous avez une deuxième chance. Ou ne sont pas allés voter du tout. Vous avez une deuxième chance. Le 12 et 19 juin, vous pouvez élire Jean-Luc Mélenchon. On dirait qu'on fait un troisième. Mais vous savez que rien que le fait que de dire le troisième tour, c'est contraire à nos. Ce sont les élections législatives. Mais non, vous êtes en train de travestir l'élection présidentielle. C'est la suite logique. C'est la suite logique. Le problème, c'est qu'avec le quinquennat qui correspond exactement au mandat législatif, on en est arrivé là. C'est-à-dire que c'était l'avantage du septennat pour le président de la République et du quinquennat, j'allais dire, pour la législature. Et ça permettait de ne pas avoir exactement le même tempo et de faire en sorte que les deux ne soient pas complètement liés. Et vous allez favoriser une assemblée mélenchoniste ou macroniste. Non, je vais vous expliquer quelque chose. Avec Moi, j'entends parler de l'union de la gauche en ce moment. Certains rêvent de l'union des droites. Je crois que ces schémas sont complètement dépassés. Le fait que Marine Le Pen et Emmanuel Macron soient pour la deuxième fois, face à face à l'élection présidentielle, ça montre qu'il y a aujourd'hui deux blocs, mais qui ne sont pas les mêmes. Il y a les mondialistes, ceux pour qui tout réussit aujourd'hui, et on le voit bien, les sportifs multimillionnaires qui signent, les acteurs de cinéma, etc. Ceux-là se reconnaissent en Emmanuel Macron. Et puis il y a les Français qui travaillent, qui souffrent, qui en ont marre de voir leur pays se dissoudre dans un ensemble commercial géant, dans une acculturation totale, et qui, eux, veulent défendre leurs valeurs et leur pays, et votent plutôt pour Marine Le Pen. Et puis derrière, bon, moi je compte pas le vote communautaire. Je connais le paysage politique. Voilà. Moi, je veux savoir, là, quand vous avez entendu ce matin Marion Maréchal, on va les réécouter, qui dit d'accord, il y a peut-être eu des paroles qui ont dépassé les pensées, il y a eu des coups de couteau dans le dos, et aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas s'allier pour justement une union du bloc national ou du camp national? Écoutons-la, vous allez réagir juste après. Écoutez, c'est un peu déplorable puisque je crois qu'on en est surtout à trouver des prétextes. Voilà, à trouver des prétextes pour ne pas en effet mettre cette union en œuvre. Je rappelle quand même que le Rassemblement national, avant même d'ailleurs ce premier tour, ne souhaitait pas cette alliance. Nous espérons, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Éric Zemmour a pris cette initiative, que les choses changent. Je rappelle quand même que pendant la campagne, Marine Le Pen elle-même avait dit d'Éric Zemmour qu'il était le candidat de la guerre civile entouré de nazis. Ça ne l'a pas empêché d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Je n'avais rien demandé à l'époque, loin de là. Marine Le Pen avait rejeté par principe le fait que je puisse intégrer son gouvernement. Ça ne m'a pas empêché d'appeler à voter pour elle et aujourd'hui d'appeler au rassemblement. Mais Marion Maréchal, 7%, ça n'oblige pas un peu d'humilité? Mais où est l'arrogance dans le fait de défendre l'initiative d'un rassemblement? Je veux dire, si Éric Zemmour ne tendait pas la main et n'était pas à l'initiative de cet appel, personne ne le ferait. C'est bien parti, hein. Non, mais il n'y aura pas cette alliance, je vous le dis tout de suite, pour plusieurs raisons. D'abord parce que... Dans une semaine, vous me direz la même chose. Dans 10 jours, la même chose. J'en ai l'impression. Dans 2 semaines, la même chose. Écoutez, oui, j'en ai l'impression. Par contre, mais je vais rebondir sur ce que vous disiez. Je pense que les Français ne sont pas en attente de tripatouillage. Vous savez, aux élections législatives, au premier tour, en général, il y a 12 à 15 candidats. Et puis au deuxième tour, il n'y en a plus que 2 ou 3. Et donc voilà, ils feront leur choix. Je crois que ce qu'ils veulent, c'est de savoir qu'il y a un parti fort, le premier parti populaire en France, qui est prêt à lutter. Disputer ce totem du bloc populaire. Nous étions au second tour. Donc je crois que légitimement, avec 13 millions de voix, nous pouvons revendiquer ça derrière Marine Le Pen pour lutter contre la désastreuse politique d'Emmanuel Macron qui s'annonce, parce que là, il va être en roue libre. On va poursuivre le débat. Est-ce qu'un bloc populaire ne serait pas plus large qu'un vrai bloc national ? Mais le bloc national, il n'est pas forcément que de droite. Il y a des gens de gauche qui sont souverainistes, qui croient aussi à la laïcité, qui croient à l'ascenseur social de l'école. Donc nous avons une vision beaucoup plus large de la société. Je vous dis, le clivage, n'est plus là où on l'avait il y a encore 10 ans. C'est plus la droite contre la gauche. On le voit bien, droite et gauche, ça ne veut plus rien dire. On le voit bien avec les LR aujourd'hui, qui s'agrippent à cette vieille idée de la droite et qui est transférée. Il y a un séisme là-bas. Il y a ceux qui sont d'accord avec nous, on va parler clairement, et ceux qui rêvent d'aller travailler avec Emmanuel Macron. On ne fait pas une force d'opposition, et je le dis aux Républicains et aux amis que j'ai là-bas, on ne fait pas une force de républicains. Sur ce plan-là, vous êtes très clairs tous les deux. Avec des gens qui rêvent de participer à la majorité, c'est sûr. Monsieur Jacobelli, vous faites une remarque qui est pertinente, et je trouve qu'elle n'est pas assez employée par le Rassemblement national pour justifier le fait qu'il ne puisse pas y avoir d'accord avec l'Union des droites. Ouais, c'est justement ça, c'est-à-dire que Marine Le Pen, elle a fait toute sa campagne présidentielle en disant on rassemble les patriotes des deux rives. Absolument. On rassemble l'ensemble des Français. Éric Zemmour, il a fait une campagne
à droite, de rassemblements de droite, il a parlé à un électorat de droite, et en fait, il a fait quoi? Il a divisé ses voix avec les Républicains. Et quand vous additionnez les voix des Républicains et les voix d'Éric Zemmour, vous avez les voix de la droite classique. Donc en fait, Éric Zemmour, il ferait mieux d'aller voir les Républicains qui ne sont pas macronistes et de travailler avec eux. C'est plutôt cet électorat-là. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de lui. Mais la position d'Éric Zemmour est en fait anachronique, puisqu'il a travaillé cette union des droites, alors même que la droite et la gauche, ce clivage que vous soulignez très justement, volé en éclats. Quand vous entendez les positions d'Éric Ciotti, de Laurent Wauquiez, de François-Xavier Bellamy, il y a quand même il y a une musique qui ressemble. Ce sont des gens qui sont moins sur des lignes populaires au sens social du terme. Mais ils auraient pu faire l'union des droites. Oui, Antoine Léaumont. Alors vous, c'est autre chose. L'union des droites, ça ne me concerne pas vraiment. Donc vous ferez bien ce que vous voulez. Mais nous, notre objectif, il est clair. Il est d'essayer d'obtenir une majorité dans cette élection législative. Et je voulais revenir, moi, tout à l'heure, sur un point que vous avez dit. Vous avez dit, dans l'élection législative, il y a 12 ou 15 candidats au premier tour, et il y en a 2 ou 3 au second tour. Vous voyez, un mode de scrutin qui est différent de celui de l'élection présidentielle et qui permet un deuxième tour, parfois avec 3 candidats. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est devenu plus rare parce qu'il y a de moins en moins de gens qui participent. Il faut un nombre d'inscrits qui est quand même colossal. 12,5% des inscrits, très précisément. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les seuls chiffres de l'élection présidentielle et des seuls candidats qui seraient soutenus par Jean-Luc Mélenchon et par l'Union populaire, nous sommes en capacité d'être au second tour, avec donc 12,5% des inscrits en configuration avec face à une personne ou face à 2, peu importe comment s'appelle La République En Marche à ce moment-là. Nous sommes en capacité d'y être dans le 400. Moi, je ne veux pas faire, l'ancienne école qui dit qu'il y a une logique de la 5e, évidemment, mais expliquez-moi vraiment tous ces Français, ces millions de Français, je ne le dis pas, qui ont voté pour Emmanuel Macron, je sais, certains par rejet de Marine Le Pen, d'autres parce que, etc., pour un tas de raisons. Pourquoi ils ne donneraient pas quand même une majorité c'est exactement. C'est une remarque très pertinente. Faut regarder. L'enjeu, je pense que je veux juste répondre sur ça parce que vous me posez la question. Ils vont savoir que ça ne peut pas marcher avec un Premier ministre. Vous passer des vessies pour les lanternes. Il faut regarder les résultats du premier tour, pas du second. Au premier tour, effectivement, Emmanuel Macron était en tête, suivi de Marine Le Pen, suivi de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon donnent des étiages qui sont assez similaires. Emmanuel Macron assez devant en tête par rapport aux 2 blocs. Mais il y a précisément un deuxième tour. Et au deuxième tour, il y aura donc des deuxièmes tours qui vont opposer des candidats de l'Union populaire à Emmanuel Macron et des candidats de l'Union populaire face au Rassemblement national. Je pense que nous sommes les seuls à être en capacité de battre les deux. Et de construire une majorité, qui soit une majorité avec Emmanuel Macron, comme ça Jean-Luc Mélenchon devient son Premier ministre. Je pense que ça commence à être très clair. Attendez, par contre, j'aimerais dire un point. Vous ne voulez pas gouverner le pays. Vous ne voulez pas gouverner le pays. Moi, vous savez, je suis réaliste. Je crois qu'avec le système actuel, faire croire aux Français qu'il y aura une majorité d'opposition demain, c'est les mentir. C'est les mentir pour trahir leur voix. Nous, on veut gagner le pays, mais pour ça, il faut gagner la présidentielle. Vous êtes l'assurance vie du système. Moi, j'aimerais dire un mot parce que vous parlez beaucoup. Vous avez fait élire Macron 2 fois. Pas vous, pas ça. Et vous n'avez pas envie de gouverner le pays. Il y a une réalité politique et on sait très bien que le Rassemblement national comme vous n'aurez pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Très bien. Pourquoi ? Parce que les sondages avaient prévu 2 tours. Et le deuxième tour, vous allez être face à LREM. On sait pertinemment qu'il va y avoir un rassemblement qui est dû aux institutions et aux faits majoritaires derrière LREM, qui va conduire LREM dans une majorité, même dans quasiment la totalité des circonscriptions en France, à être au second tour, soit face un RN, soit face à un LFI. Votre enjeu, messieurs, c'est plutôt de prouver qu'il faut donner une vraie opposition. Absolument. Et qu'il faut voter pour vous, pour éviter qu'il y ait pléthore de députés LREM. Mais de là à aller dire que Jean-Luc Mélenchon sera élu, alors qu'il ne peut pas être élu Premier ministre, mais il sera Premier ministre, c'est faux. Politiquement, c'est faux. D'un point de vue de science politique, c'est faux. Ou alors on parie une caisse de champagne. De la science politique quand même. Déjà, j'ai pas les moyens de vous offrir une caisse de champagne, mais c'est juste sur le principe, c'est-à-dire la formule est faite pour attirer l'œil, pour attirer l'esprit. Quand on dit élire, c'est du marketing, dites la vérité. Non mais c'est malin politiquement. Quand on dit élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ça veut dire élire des députés. Ça veut dire élire des députés à l'Assemblée nationale. Je veux dire un truc sur ça. Moi aussi j'aimerais dire. Le premier acte politique posé par Emmanuel Macron, c'est de dire qu'il va faire un 49.3 sur. Enfin, c'est Monsieur Le Maire qui dit qu'il veut faire un 49.3 sur la retraite à 64
soutien. Il a dit que c'était pas exclu, qu'il pouvait pas, mais qu'évidemment, bon, c'est pas exclu, hein. Non, mais rien n'est exclu dans ce cas-là. Il y a une manière simple de l'empêcher, puisque le Premier ministre, pour engager le 49.3, doit engager sa responsabilité personnelle. Et ben, élisez Mélenchon Premier ministre et vous aurez la retraite à 60 ans. Dans ce cas-là, je veux juste un mot, Sonia, juste un mot. La question qui se pose, c'est la représentativité de l'Assemblée nationale. Et là-dessus, je pense qu'on peut-être on aura un peu d'accord. C'est de dire qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, avant le changement d'Assemblée, 11 millions d'électeurs qui avaient voté en 2017 pour Marine Le Pen se représentaient par 7 députés. Vous-même, vous êtes sous-représentés. Et honnêtement, moi, je pense qu'il faut aussi des députés qui représentent Philippe Poutou, qui représentent Monsieur Zemmour, parce que c'est ça la démocratie et qu'il faut qu'on se dirige vers la proportionnelle. Après, je vous demande juste quelque chose, c'est de respecter les électeurs. Jean-Luc Mélenchon ne pourrait être Premier ministre que par nomination du président de la République. C'est peut-être ça l'accord que vous avez fait en lui proposant de vous voir. Mais honnêtement, je ne pense pas que vous deviez mentir aux citoyens. Sur ça. Je voudrais intelligents et ils sauront où est leur vraie opposition. Je partage l'opposition sur la représentativité, effectivement, de toutes les tendances politiques. Mais là, sur ce quoi je voulais rebondir, c'est sur cette confusion entretenue par des candidats et des candidats importants et jusqu'au premier d'entre eux, où, alors qu'on voit que les gens sont un peu paumés en général, de dire effectivement, élisez-moi Premier ministre, alors que non, on ne peut pas élire un Premier ministre. Et quand j'entends le président candidat à l'issue de son dernier discours de campagne à Marseille présenter le second tour comme un réfréfendum, je trouve ça très grave. Moi aussi. Jouer avec les institutions. J'allais dire, nous serons d'accord. Les mots ont un sens ou alors les mots n'en ont plus. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est entretenir une confusion dangereuse. On va faire un petit cours de droit constit, mais la formule est faite pour rappeler, qu'il y a une élection et que le résultat de cette élection peut être... C'est du marketing. Le résultat de cette élection, peut être d'avoir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Il suffit pas de mettre un col Mao pour être révolutionnaire. Vous jouez au marketing, vous avez rallié vos voix, vous faites de la politique arriérée. Il ne s'agit pas de demander à Emmanuel Macron de prendre Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, il s'agit de l'y contraindre par le vote. On va passer par le vote. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Et puis comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours, je les lis toujours. Pas tous évidemment parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est toujours très enrichissant pour moi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!